Éric Boyer est un facilitateur, agile coach, il définira un peu plus tard, intrapreneur au sein du groupe Sanofi depuis plus de 15 ans. Donc Éric, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Benjamin. Euh, ouais, salut Éric. Du coup, Éric, tu as accompagné plus d'une centaine d'entreprises et d'équipes au sein d'entreprises et tu Ouais. as développé depuis 4 ans, je crois, au sein du groupe Sanofi, une initiative que tu as appelée ou baptisée PowerShift. Tout de suite, là, avant de commencer, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette initiative PowerShift? Alors, cette initiative, elle est née de plein d'expérimentations et elle est née de plusieurs personnes. Évidemment, je ne suis pas seul à avoir réfléchi, essayé toutes sortes de choses pendant des années. Donc, ça fait 15 ans que je suis chez Sanofi. Et cette initiative, elle est partie d'un constat, c'est qu'on avait essayé, on a essayé plein de frameworks que vous connaissez sûrement tous, que ce soit le design thinking, l'agilité, le Scrum, l'extreme programming, le lean management, etc., etc. Et on sentait qu'il nous manquait toujours un petit quelque chose. Il y avait quelque chose qui manquait, en particulier tout ce qui tournait autour de la gouvernance au sein des projets. Et on a commencé à réfléchir à comment est-ce qu'on pouvait appliquer les principes de l'agilité, donc l'adaptation, les itérations, sur la gouvernance d'une équipe, d'un département, voire d'une fonction. C'est là qu'on a commencé à s'intéresser et à beaucoup se documenter sur tout ce qui tourne autour du self-management. Et alors pourquoi on a appelé ça PowerShift? Parce que on faisait ça un peu sous le radar, parce que c'est quand même de l'innovation managériale qu'on essayait de mettre en place. Et parfois pour innover, il vaut mieux rester un peu sous le radar. Et donc, il y a 4 ans, par le bouche à oreille, des personnes qui étaient dans l'équipe dirigeante ont entendu parler de ce qu'on faisait. Ils nous ont demandé d'en faire une présentation. Donc, il a fallu qu'on se donne une marque, une marque de fabrique. Et on a hésité entre plein de trucs et on a choisi PowerShift parce que je trouve que ce mot est intéressant pour plein de niveaux. Déjà, littéralement, je crois que ça signifie en anglais le levier de vitesse. Donc, ça peut signifier un changement de braquet, par exemple. Mais aussi, si on prend la définition même de pouvoir, de power, une des définitions possibles, c'est que c'est la capacité ou c'est l'habilité à avoir un impact sur les personnes et sur les événements, sur notre environnement. Et je trouve ça fort parce que il me semble, l'hypothèse qu'on fait, c'est ce qui manque au sein de la grande entreprise, en tout cas celle que je connais depuis 15 ans. Cette distribution explicite et exclusive du pouvoir, de la prise de décision. Voilà, donc on est parti sur cette hypothèse-là, et 4 ans après, cette expérimentation continue. Et je vais peut-être On va y m'arrêter là. revenir. Ouais, Ouais, ouais. on va revenir là-dessus, on va approfondir, c'est trop intéressant. Alors, PowerShift, c'est super, les différentes interprétations que tu donnes. Moi, dans le mot PowerShift, je mets changement, tu vois, comme quoi chacun il voit ce qu'il a envie d'y voir. Changement dans l'exercice de pouvoir. Mais ce qui rejoint ce que tu dis, là, tu rajoutes le mot explicite, effectivement, la notion d'explicite, on le verra plus tard, j'imagine, est un essentiel. On veut vraiment faire quelque chose en matière de self-management, comme tu l'as mentionné. Du coup, on va revenir à ça, mais avant ça, on va peut-être se centrer un peu davantage sur toi, Eric. Donc, quand on a préparé ensemble, c'est un grand mot, on a une conversation, Ouais. préparé ensemble cette conversation, je te cite, tu m'as dit à peu près cette question, qui es-tu? Et tu m'as dit un truc du genre, je suis devenu coach et facilitateur par accident. Donc, Eric, qui es-tu vraiment? Et comment est-ce que tu te situes au sein d'un groupe comme Sanofi? Waouh, vaste question. Alors, moi, je suis arrivé chez Sanofi essentiellement pour faire de la gestion de projet, petits et gros projets. Donc, j'ai fait plein de projets au sein de différentes entités du groupe, des gros projets d'entreprise, dans les achats, dans la supply chain, dans la finance, etc., etc. Et dès le départ, je me suis rendu compte que je me passionnais de plus en plus, pas seulement pour le contenu du projet, mais pour le contenant. Hmm. Ce qui me passionnait, c'était la dynamique qui me passionne toujours, c'est les dynamiques qui s'installaient au sein de l'équipe. Et pour tout dire, on a eu un grand projet d'entreprise qui a été un échec flagrant et assez total. Et on se retrouvait avec les autres camarades, un peu comme pour les alcooliques anonymes, tu vois, en cercle. Et on essayait de parler à qu'est-ce qui s'est passé quoi, sur ce projet. Il y avait un budget très conséquent, il y avait tous les experts dont on avait besoin, il y avait un sponsorship au plus haut niveau. Et pourtant, ce projet était un échec patent au bout de 2 ans. Donc ça nous a amené à beaucoup de réflexion là-dessus et beaucoup d'expérimentation. Donc petit à petit, j'ai commencé à appliquer dans les projets
où je contribuais ou dont j'avais la charge d'autres approches, d'autres façons de travailler, à travers l'agilité, par exemple, les frameworks d'agilité comme Scrum. Et petit à petit, d'autres, par le bouche à oreille, d'autres personnes, d'autres managers, d'autres chefs de projet sont venus me voir en me disant: «Tiens, Eric, c'est intéressant ce que tu as fait là, j'en ai entendu parler, ça. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment? Est-ce que tu pourrais nous aider?» Voilà, c'est pour ça que je dis que je suis devenu facilitateur et coach par accident. C'est que petit à petit, c'est devenu un métier à plein temps. Je dis souvent, je suis en CDD sur ce métier parce que ce poste n'existe pas dans le référentiel CNC. Et donc, je suis à plein temps jusqu'à ce que je ne le sois plus. C'est extraordinaire. Tu t'es créé ton job, en fait. Oui, oui, oui. Et j'ai d'autres camarades qui sont dans la même situation, alors qui ne sont pas forcément à plein temps, mais bien entendu, je ne travaille pas seul, on est tout un réseau. Et tu en as rencontré quelques-uns d'ailleurs. Oui. Ouais. Cool, bah, merci. Et du coup, bah, ça répond vraiment à la question. Et donc, à partir de là, comment, donc, j'ai compris le cheminement et comment tu en es arrivé jusqu'à cette initiative, tu nous as rapidement présenté du PowerShift. Donc, c'était à peu près il y a 4 ans. Mais Ouais. derrière PowerShift, c'est quoi la vision si c'est une initiative, te connaissant, j'imagine que vous avez développé une raison d'être. Je crois même que tu l'as mise. Il y a une équipe, il y a un cercle sur Glassrock, autant que je me souvienne. Du coup, quelle est la raison d'être de cette initiative? Quelle est la vision ou la mission? Enfin, utilise les mots qui sont les tiens. Pourquoi tout ça finalement? C'est quoi le rêve? Bah, le rêve, c'est que on est. Enfin, le rêve, c'est de voir autour de moi des gens qui utilisent 100% de leur zone de talent dans le milieu de l'entreprise. C'est de voir des gens qui sont pleinement engagés dans ce qu'ils font. Ça ne veut pas dire que c'est facile, que c'est confortable, mais qui y a un réel, qui a un réel engagement, qui a un réel plaisir. Je veux dire, c'est pas si courant de croiser des gens qui se lèvent le matin et qui se disent: ce que je vais faire aujourd'hui me remplit de sens, me remplit d'envie, me remplit de motivation et d'énergie. Donc, c'est de contribuer d'une manière ou d'une autre, de mettre ma goutte dans cet océan-là, voilà, d'apporter ça, de tenter d'apporter ça, en tout cas de tenter d'apporter. Je crois beaucoup au pouvoir tu le sais, les pouvoirs des routines, de la pratique quotidienne. Et donc, j'essaie d'apporter ces routines à ceux qui le souhaitent, ceux et celles qui le souhaitent. Et donc, la vision au départ, c'était d'expérimenter sur ça, d'expérimenter sur ce que j'avais déjà intuitivement perçu dans les projets que j'avais, où je voyais lorsque il y avait une réelle confiance, parfois même une confiance explicitée, un réel contrat entre une équipe et les sponsors de cette équipe et l'environnement de cette équipe. L'équipe réussissait mieux, indépendamment du contenu de ce qu'elle avait à délivrer. Donc, de cette petite hypothèse, en commençant à me documenter, j'ai vu qu'il existait un corpus conséquent sur ces approches-là, et qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui fonctionnaient comme ça. Donc, mon idée dès le départ était d'expérimenter ça pour voir si cette hypothèse se vérifiait au sein d'un grand groupe en l'occurrence on est plus de 100 000 personnes dans le monde, on est présent dans plus de 100 pays, voilà, c'est une grosse, grosse mécanique. Et ce qu'on fait et ce qu'on propose, et la mission et la raison d'être de Sanofi est à la fois très forte et à la fois très régulée. Donc, on est dans un environnement qui est particulier, l'environnement de l'industrie de la santé. Ok. Du coup, ça c'est assez extraordinaire parce que souvent j'ai souvent des gens qui me contactent de grands groupes, je ne sais pas citer, mais qui me disent voilà, je suis fasciné par ce que vous faites, holacratie, agilité, management constitutionnel, etc., etc. Tu connais ça par cœur. Mhm. Et ils me disent mais comment est-ce que je peux faire? Et donc on a des discussions avec eux. Et à chaque fois, je pense à toi parce que eux, ils sont dans l'embarras, ils n'arrivent pas à décoller ou à faire quelque chose, à faire ce que toi tu as fait finalement avec tes pairs, là, avec l'équipe commando, je ne sais pas comment vous voulez vous appeler entre vous. Vous avez réussi à instituer de façon non formelle dès le départ une forme de, tu parles d'expérimentation, c'est un institut de recherche, non déclenché par le top CEO. Et du coup, c'est ça que je trouve vraiment intéressant dans ton aventure, votre aventure, c'est que finalement, vous démontrez qu'il est possible de faire des choses sans forcément que ça parte du haut. Et du coup, 4 ans plus tard, ça donne quoi? C'est-à-dire que si tu peux nous qualifier ou décrire quelques résultats, combien d'équipes ou combien de cercles et après on rentrera plus dans le détail de la démarche, mais déjà, ça donne quoi au bout de 4 ans, ça, une aventure de ce type-là? Ouais, alors dès le départ, là, peut-être où on a eu une petite forme de lucidité, peut-être vis-à-vis de ce qu'on avait déjà vécu auparavant,
c'est on est parti sur 3 principes simples. Le premier principe, c'est qu'on s'applique à soi-même ce qu'on promeut pour les autres. Qu'on a commencé par jouer, c'est un jeu sérieux, mais jouer à l'holacratie au sein de notre équipe, déjà pour commencer. Le deuxième principe, c'était de se dire, on ne souhaite travailler qu'avec les équipes qui ont envie de travailler avec nous, donc qui ont envie d'expérimenter ça. Donc rien n'est obligatoire, il y a un engagement, on pourra en discuter plus, mais et enfin le dernier élément, c'est qu'on propose des parcours de 12 semaines, de 3 mois, et un parcours peut s'arrêter à tout moment. On a d'ailleurs des cercles qui se sont arrêtés ou qui n'ont pris qu'une partie euh, de la boîte de jeu de l'holacratie. Donc voilà, ça c'est le. Je pense que ces 3 principes simples-là ont vraiment aidé dès le départ. Et ensuite, on n'a pas cherché à faire effectivement des grands plans sur la comète ou des grandes présentations ou présenter ça comme un grand soir ou venir avec des KPI et des retours sur investissement. On a essayé vraiment d'expérimenter. De faire un pas après l'autre, j'imagine. C'est vraiment ça. Et donc, au bout de 4 ans, alors là où c'était compliqué, ça l'est toujours d'ailleurs, c'est que lorsqu'il fallait quand même à un moment donné présenter cette approche, présenter cette démarche, en dire les challenges, en dire les bénéfices potentiels. Et c'est vrai que j'avais en face de moi, et c'est normal, très très souvent, la majorité du temps, des gens qui me disaient mais attends, c'est super ton truc, mais ça va jamais fonctionner. Enfin voilà, on est dans une entreprise qui est dans le domaine de la santé, on est dans une entreprise qui est hiérarchique, on est dans une entreprise qui a une culture, qui a 80 ans d'histoire. Ça peut pas marcher ça. Au bout de 4 ans, on a un peu plus de 30 cercles aujourd'hui. Wow. 30 équipes qui tournent en holacratie. On a 350 utilisateurs sur la plateforme web qui est dédiée à l'holacratie, qui s'appelle Glassfrog. Et on est là, on est dans un parcours avec une nouvelle équipe. Donc ça fera quelques cercles de plus. Alors bien entendu, il y a des équipes qui ont arrêté, qui ont fait l'expérimentation et qui ont arrêté pour plein de raisons. Il y a des équipes qui n'ont pris qu'une partie de l'holacratie, certains éléments. Et puis, on a des équipes qui font ça depuis 2 ans, depuis 3 ans, et qui, pour rien au monde, ne souhaiteraient changer. Alors, leur principale crainte, je sais qu'on en avait discuté, toi et moi, Bernard-Marie, c'est que leur N+1 ou le N+2 puisse changer demain et que leur expérience s'arrête. Enfin, ce mode de fonctionnement, en tout cas, s'arrête. Bah oui, oui, ça c'est un risque avéré d'ailleurs, pas que dans les grands groupes, la PME aussi, lorsqu'un conseil d'administration change, ou effectivement on n'est pas à l'abri de ce genre de choses. Et alors du coup, quelle a été votre expérience là-dessus? Il y a eu des changements. Je me rappelle, peut-être je me rappelle dans un autre grand groupe que je peux citer parce que c'est public, Danone, suite à une intervention d'Emmanuel Faber, on était intervenu, on avait mis en place avec Yves Pellegrino et ses équipes Holacracy il y a 7 ans maintenant, et ça continue de tourner, comme quoi c'est possible. Dans leur département très central qui est la consolidation et le reporting, donc hyper transversal, 240 filiales, voilà. Et du coup, effectivement, le risque qui avait été vu, on avait parlé directement d'ailleurs avec Yves et puis Yves Pellegrino et puis Emmanuel, me dit le risque, c'est que si jamais le leader de cette organisation, le manager qui nous a fait confiance, est remplacé, tout simplement, parce qu'ils tournent, c'est des gens qui tournent régulièrement de poste, et ou s'ils sont N+1, donc Yves en l'occurrence, décidaient de changer d'avis ou étaient remplacés, qu'est-ce qui se passe? Et on ne voulait pas que cette expérience qui avait beaucoup de valeur, puisqu'elle continue de tourner, hein, même dans. Bon, c'est à peu près les mêmes tailles d'entreprise, hein, c'est à peu près 100 000 personnes aussi. Et comment on fait pour faire perdurer ça? Et la seule chose qu'on ait faite, juste pour la petite histoire, donc pour ça je vais voir si toi tu as d'autres histoires comme ça, c'est que finalement, à un moment donné, comme on était un peu inquiet de ça, et puis on avait l'impression d'avoir fait du bon boulot, on est allé avec Arnaud Capdeville, qui était le leader, et puis Yves Pellegrino est allé voir Emmanuel Faber, et lui a dit, écoute, tout ça c'est parfait, mais il faudrait qu'on puisse faire une verrue dans ton processus, dans le processus RH de Danone. Et la RH ne dépendait absolument pas du périmètre, évidemment, de la consolidation reporting. Ils ont tout ce qu'il faut en matière de RH, des équipes, des pléthores d'équipes. Et est-ce que c'est possible de faire une verrue sans modifier les processus RH parce que ce n'est pas dans le scope? Est-ce que c'est possible de faire une verrue? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut aller voir la RH avec toi, parce que ça fera plus de poids, c'est sûr, et pour leur dire, bon, vous recrutez qui vous voulez pour remplacer le leader de ce cercle, à condition qu'il accepte d'avance d'adopter l'holacratie.
Et c'était Emmanuel nous a soutenus là-dessus, parce qu'évidemment, il était intéressé pour voir comment ça allait évoluer. Et du coup, c'est pour ça que ça continue à perdurer, parce que dans leur culture, je ne sais pas quelle est celle de Sanofi, mais dans leur culture, un nouveau manager qui arrive se sent autorisé, il a la permission, l'autorisation et l'autorité pour redéfinir la façon dont il veut manager en fait son département. Est-ce que vous avez des anecdotes ou des choses comme ça qui se sont passées? Alors moi je suis très inspiré par ça. Tu m'avais déjà raconté ça et j'ai vraiment ça en tête et on n'a pas encore eu, enfin à ma connaissance, on n'a pas encore eu le cas où effectivement il y a un manager qui doit partir, la décision doit être prise par le nouveau manager qui arrive. Par contre, moi j'ai un cas très récent, le cas où il y a un nouveau patron d'une entité qui est arrivé et qui a vu un des objectifs même stratégique de cette équipe était justement ce qu'ils appellent l'intrapreneuriat, Oui, donc le self-management. Et effectivement, une partie de cette entité fonctionne et est dans le parcours actuellement, en train de découvrir l'holacratie et de vivre l'holacratie. Ils en sont à la semaine 7. Et ce qui se passe, c'est que ce nouveau patron, en fait, il est très intéressé par ce qui se passe là. Et il souhaite même avoir le plus rapidement possible, dès que ce sera terminé, quels sont les bénéfices, quels sont les challenges, qu'est-ce qui a été retiré de cette expérience pour pouvoir l'appliquer à voir peut-être l'ensemble de son entité. Donc j'ai plutôt cet exemple-là, mais je garde toujours en tête pour ces équipes que je mentionnais tout à l'heure et qui fonctionnent tellement bien depuis plusieurs années. Je garde toujours en tête cet exemple que tu donnes et on est vraiment en train d'essayer de travailler, de trouver une piste pour ça, de créer ce qu'on a appelé nous des espaces protégés, un peu comme ouais. les espaces naturels où, où on essaie de protéger certaines espèces et dans cet espace-là, il est naturel, on le protège. Je trouve que c'est nécessaire d'avoir des espaces protégés, des safe zones comme les anglo-saxons, et ça se fait aussi dans le domaine de l'innovation d'ailleurs. Il y a des endroits de l'entreprise où ils sont autorisés, entre guillemets, à innover et à innover plus et à prendre des risques et à faire des erreurs. Et là, comme tu le dis souvent, on parle d'une innovation managériale, c'est le même principe. Mais on n'a rien de concret, enfin, à ma connaissance, on n'a rien de concret à ce stade, et pourtant c'est un élément absolument clé, effectivement. Super, merci Eric. Du coup, on a les questions là, des spectateurs qui commencent à arriver. Il y en a une de Jean, et je soupçonne que je connais ce Jean. La question, donc si c'est celui-là, enfin voilà, peu importe, c'est très bien. La question de Jean, qui est aussi, si c'est celui auquel je pense, qui est aussi dans un grand groupe, il pose la question, qui est venu s'en aussi, pose la question, est-ce que c'est possible, selon toi, Eric, de changer seulement une équipe dans toute la structure? Bah, c'est ce qu'on a fait depuis le départ. Alors, il y a peut-être d'autres pistes, hein. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est que le grand soir n'allait pas fonctionner, en particulier pour un groupe de 100 000 personnes, et je suis même pas sûr que ce soit souhaitable. Donc, comme je disais tout à l'heure, notre approche a vraiment consisté à promouvoir ça auprès des managers, auprès des équipes, auprès des entités qui en avaient un intérêt initial. On a tout un parcours et on a, bien entendu, comme pour tous ces parcours disruptifs, on a des moments d'échange et de préparation et des moments de coaching avec les managers en amont du démarrage de ce parcours-là. Et c'est vrai que c'est une question qui revient systématiquement. Je pense aux équipes qu'on accompagne, où les équipes nous disent, mais attendez, nous, si on fonctionne comme ça et autour, ça fonctionne pas comme ça, est-ce que ça marche? La réponse courte, c'est de dire essayez et on va voir si ça fonctionne ou pas. Et puis surtout, je pars d'éléments. On a beau avoir dans une hiérarchie conventionnelle, on va dire, dans une entreprise hiérarchique conventionnelle, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, hein, mais partons sur ce concept-là, sur ce modèle-là. Oui, on a des règles de fonctionnement euh, communes, pardon, à l'ensemble de l'entreprise, mais en même temps, chaque entité développe de manière plus ou moins implicite sa propre culture, sa propre façon de fonctionner. Donc simplement avec l'holacratie, on va plus loin et on rend ça encore plus explicite. Je ne sais pas, Jean, si ma réponse t'apporte des éléments de réflexion. En tout Mais je cas, ça crois que, marche. ouais, en tout cas, ça marche. Ouais. Tu disais Jusqu'ici. tout à l'heure qu'il y avait des équipes qui avaient plusieurs années de pratique. Oui, ouais. Ok, donc ça marche, ça marche.
Ouais, oui, ça fonctionne et on se rend compte qu'on est vraiment à un stade là au bout de parce que 30 équipes, enfin 30 cercles, ça commence à faire, je pense qu'on a commencé à prouver les choses et on se retrouve un peu à la croisée des chemins en se disant: «Mais OK, mais comment on va plus loin là? Comment est-ce qu'on voilà, comment est-ce que comme tu le dis souvent Bernard Marie, comment est-ce qu'on mord encore davantage dans l'organisation?» Et là donc un de nos objectifs clés, c'est, comment est-ce qu'on mord davantage l'organisation? Comment on fait pour avoir tout ou partie d'une business unit, par exemple, ou une région géographique donnée, ou pour, pour s'attaquer à plusieurs niveaux hiérarchiques et pour vraiment montrer à une échelle euh, encore un peu plus grande que ça peut fonctionner vraiment. Merci pour ta réponse. Eric, j'ai une question là de Pascal. Donc, merci Pascal pour votre question. Et comment faire si la RH n'est pas d'accord pour faire ce que vous avez fait? Alors, il a mis avec Danone, mais je te propose de répondre à la question, puis je compléterai éventuellement pour ce qui s'est passé pour Danone. Mais comment faire si la RH n'est pas d'accord? Ouais. Alors, si tu fais partie d'un groupe ou d'un grand groupe, Pascal, tu dois vivre la même frustration que j'ai, c'est-à-dire que moi, je suis toujours surpris par le fait que euh, tout le monde se croit autorisé à avoir autorité sur tout. Je veux dire, on a un groupe comme Sanofi, je crois qu'on a quelque chose comme 20 ou 25 fonctions support, je crois, la RH faisant partie de ces fonctions support. Comment je peux dire les choses tout en restant diplomatiquement correct? Bah, il faut en clarifiant encore davantage les autorités et en disant, mais y compris hors holacratie d'ailleurs, est-ce que la RH a autorité pour dire non, vous n'allez pas là? Si le manager, si le N+2 est d'accord pour se lancer dans cette expérimentation, je dis ça et à la fois j'ai en tête ce qui s'est passé, ça va pas t'aider beaucoup Pascal, mais avec une des équipes où effectivement on avait une RH régionale, je crois, qui nous a bloqués pendant 3 mois. C'est-à-dire qu'on a vraiment essayé de la convaincre, on a tourné en rond par rapport à ça. Et à un moment donné, cette RH, elle est partie, elle n'a pas quitté le groupe pour ça, hein, mais elle est partie. Et ça nous a permis d'avancer. Donc, c'est pas une bonne réponse, c'est pas un exemple forcément flagrant, mais je crois qu'il y a là une vraie piste à creuser, en fait. Qui a l'autorité pour changer la structure organisationnelle d'une équipe, si c'est pas le manager? Qui a autorité pour choisir le mode de fonctionnement de cette équipe, si c'est pas son manager? Bien entendu, avec l'accord de son N plus X et avec le soutien et le support. J'ai pas de meilleure réponse pour toi, Pascal, je suis désolé. Attends, elle est extraordinaire ta réponse, qu'elle est juste en train de mettre en lumière le fait d'avoir des autorités explicites. Et un des trucs qu'on adore tous les deux, enfin, je parle pour toi aussi là, mais c'est que justement, une des vertus de mettre en place un système, que ce soit la démocratie ou un autre, de type constitutionnel, c'est justement de pouvoir s'appuyer sur le fait que tous les attendus sont explicites et que les attendus implicites ne font aucun poids. Et du coup, ça, c'est le début de la liberté. C'est un exercice de libération d'énergie. Pour Danone, c'était hyper simple parce que, bah, en fait, c'est Emmanuel Faber qui est venu nous voir. Donc, Emmanuel Faber est quand même assez bien placé dans la structure. Bon, à l'époque, il n'était pas encore CEO, et puis, mais il est devenu. Et puis, en fait, le leader de CERT, donc le manager qui a adopté Holacracy, en fait, lui était convaincu parce qu'on avait fait travailler en amont avec lui et son sponsor était aussi convaincu. Et donc Yves et puis tous ces gens-là, ils ont le jeu de jambes habituel dans ces grands groupes, c'est nécessaire pour pouvoir naviguer. Ils ont le jeu de jambes habituel pour négocier, pour jouer avec des entités comme la RH, même si l'explicite est absolument pas toujours présent, façon de dire, façon de parler. Du coup, autre question d'un spectateur anonyme. Donc, bonjour spectateur anonyme. Les entités, les équipes ont-elles signé une constitution ou quelque chose de similaire? Ça, c'est pour toi. Oui, en l'occurrence, on a essayé plusieurs choses là-dessus. On a essayé d'abord de présenter, voire d'aller vraiment dans une lecture de la Constitution au début du parcours. Je pourrais donner un peu plus d'éléments sur ce parcours. Enfin, il y a rien d'exceptionnel, mais si ça vous intéresse. Et on a, c'est- on est, ça n'a pas été convaincant. Donc, ce qu'on fait, ou pas complètement. Donc, ce qu'on fait maintenant, c'est que on démarre donc sur ce parcours de 12 semaines et chaque semaine est constituée de pratiques concrètes. Par exemple, on va pratiquer les espaces de triage, les espaces de gouvernance, etc.
et d'apport. Et donc, d'apport sur des choses sur des éléments qui font partie de la Constitution, ou sur des éléments qui sont complémentaires à la Constitution, comme le pouvoir de dire non et les dangers de dire oui, par exemple, ou comme la différence entre un manager conventionnel et un premier lien, ou comme les principes de priorisation, comment utiliser l'holacratie pour prioriser de manière encore plus radicale, de manière encore plus efficace. En bref, tous ces apports-là. Et donc, on s'est rendu compte, mais ça a peut-être changé encore, que c'était presque plus intéressant de démarrer le parcours, de faire de la formation-action comme ça, pendant 12 semaines, et à la fin du parcours de 12 semaines, de dire, ben, maintenant, c'est votre choix, c'est à vous de prendre la décision. Est-ce que vous souhaitez aller encore plus loin? Est-ce que vous souhaitez arrêter là? Est-ce que vous souhaitez en prendre qu'une partie? Et c'est à ce moment-là, effectivement, qu'on introduit la Constitution et qu'on leur propose de signer cette Constitution, de faire signer cette Constitution par leur N plus 1 ou 2. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a choisi de fonctionner, à ce stade en tout cas. Super, merci beaucoup Eric. Du coup, juste pour éclairer avec ce qu'on a fait aussi dans d'autres grands groupes, avec Danone, c'est-à-dire qu'en amont, la démarche n'est pas tout à fait la même. En amont, mais peut-être que tu fais comme ça, je ne sais pas. En amont, on fait deux journées, enfin maintenant c'est un peu différent avec le digital, mais ce qu'on appelle la mise en mouvement. Donc on met en mouvement l'équipe de management pour qu'ils essayent Holacracy. Et puis, ensuite, il y a l'encodage, etc. Et juste avant de lancer les cercles, on les fait ratifier la Constitution. Et quand c'est bien expliqué, ça marche bien. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais rester centré sur les questions des spectateurs et pas partir dans mes sujets d'intérêt du moment. Du coup, voilà, ça, on a répondu à ça. Il y a des vertus, hein, juste pour le spectateur anonyme, il y a des vertus à signer une Constitution, ce n'est pas un gadget. Et je serais ravi, nous serons ravis, parce que je sais que je partage le sujet avec Eric, on partageait de ça avant de démarrer le webinaire. S'il y a des questions là-dessus, on sera ravis d'y répondre un peu plus tard. Question, je reste sur le spectateur anonyme qui a posé une autre question que j'ai zappée. Avez-vous eu, donc c'est pour toi Eric, des phases de découragement en entendant les réflexions du style ça fonctionnera jamais? C'est un peu un retour en arrière, mais on va revenir là où on était après. Alors, des découragements, Eric? Quotidiennement, c'est-à-dire souvent j'en discute avec mes camarades, et je suis un peu comme sur des montagnes russes, ouais, dans un parc d'attractions, sur des montagnes russes émotionnelles. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on se dit mais pourquoi est-ce que je me tape la tête contre un mur, et puis quasiment comme s'il y a une sorte de synchronicité, je reçois un retour ou un témoignage d'une équipe, d'une personne dans une équipe, et qui me rebooste, quoi. Waouh, on a l'impression d'avoir un réel impact, de vraiment aider, et que moi et mes petits camarades, on fonctionne à ça en réalité. Donc oui, des phases de découragement, il y en a eu beaucoup, et il y en aura encore, j'imagine, parce que les entreprises, petites ou grandes, sont en phase de transformation permanente. Et ça n'arrête pas de bouger. Et donc, j'imagine, je disais tout à l'heure que j'ai l'impression d'être en CDD, c'est pas qu'une boutade. C'est-à-dire que demain, je pourrais être amené à faire complètement autre chose, sans être sûr que j'aurai la possibilité de continuer à créer cet espace en fait d'expérimentation. Ouais. Donc, nourri par les feedbacks des clients, c'est très sain tout ça, finalement. Ah oui, j'espère que c'est pas ça. On fait le même métier, Eric. Moi, c'est pareil. Ouais, enfin, c'est vraiment ça qui me porte, quoi. Ouais. Oui, c'est vraiment ça qui me porte. Bon, c'est super. Du coup, Eric, on va changer un peu de registre. À la fois, je vais m'appuyer sur une question de Jean à nouveau. Et en même temps, je voulais en poser une, mais les deux sont liés, donc je ne vais pas résister. Donc, vous avez touché, comme on dit, un nouveau CEO, Paul Hudson, qui est arrivé en septembre 2019 ou à l'automne 2019, et qui a lancé, comme tout nouveau CEO qui se respecte, un important projet de transformation qui s'appelle Play to Win. Est-ce que tu peux en dire deux mots et surtout le minimum suffisant que tu es autorisé à dire, bien sûr, et si tu n'es pas autorisé, on passe. Et quel lien tu fais entre ce programme qui finalement est un programme régalien, voilà, régalien, et puis ton initiative? Est-ce qu'il y a une synergie possible? Est-ce que c'est un point d'appui possible pour vous, pour toi et ton équipe? La réponse courte, c'est oui, clairement. Et Play to Win, donc avec Paul Hudson, qui est notre nouveau CEO depuis un an, qui est arrivé il y a un an,
Moi, j'ai été surpris dès le départ, dès son premier discours, parce qu'un des éléments qui étaient les plus importants pour lui, c'est ce qu'il a appelé l'empowerment, c'est-à-dire l'autonomie. Et il dit une chose très juste, je trouve également, c'est que l'autonomie, c'est comme le côté d'une même pièce, et l'autre côté de la pièce, c'est la transparence. L'autonomie ne va pas sans la transparence. Et l'autonomie ne va pas sans la responsabilité, c'est-à-dire qu'on prend autant les conséquences positives que les conséquences négatives des différents choix et des décisions qu'on prend. Et donc, il a lancé ce programme qu'il a appelé Play to Win, qui est à la fois une stratégie pour l'entreprise à 5 ans, qui comprend des choix radicaux, de réels changements stratégiques pour un grand groupe comme Sanofi, et qui est à la fois également un programme de transformation culturelle. Moi, c'est la deuxième chose qui m'a surpris, c'est que pour la première fois chez Sanofi, en tout cas pour la première fois à ma connaissance depuis 15 ans, la culture d'entreprise est devenue un des piliers stratégiques du groupe, autant que les objectifs commerciaux, les objectifs de recherche, les objectifs d'efficacité sur nos chaînes de valeur, ce qu'on trouve dans les feuilles de route stratégiques. Et lorsque, donc moi j'ai tout de suite mis le pied dans la porte, comme on dit, et je suis allé voir les responsables de ce programme et j'ai dit, je suis facilitateur, je suis coach d'équipe et j'aimerais être formé à ce programme pour pouvoir accompagner les équipes sur ce programme spécifique. Donc, il y a plusieurs modules Play to Win et on accompagne aussi les équipes au travers de cette approche-là. Et je vois vraiment ce qu'on fait avec PowerShift comme un des chemins pour nourrir cette transformation culturelle. C'est un chemin qui est probablement un des plus exigeants, certainement un des plus disruptifs, et c'est pour cela que dès le départ, et on continue à dire que ce n'est pas une obligation, encore une fois, on travaille avec les équipes qui souhaitent ça, qui souhaitent expérimenter ça. Je pourrais aller un peu plus loin sur la description du programme, mais en 2 mots supplémentaires, le programme dans son aspect culturel est basé sur 4 comportements qui ont été choisis par le top 150 de Sanofi. Et lorsque je regarde ces 4 comportements, les 4 sont directement liés à l'entrepreneuriat, directement liés au self-management, tournés vers le client. Donc, ça n'a vraiment pas été difficile de s'inscrire, c'était assez immédiat en fait, de s'inscrire dans cette stratégie de transformation culturelle. Donc, traduction immédiate pour vous, est-ce que tu as pu observer que ça facilitait ce travail d'expérimentation ou d'élargissement ou déploiement de cette expérimentation au sein du groupe? Ah oui, clairement, lorsqu'on a un CEO comme Paul Hudson qui arrive et qui, dans toutes les 2 phrases, parle d'autonomie et parle de prise de décision et parle d'entrepreneuriat, clairement, ça a été l'excellente surprise il y a 1 an. Maintenant, il faut qu'on parvienne à concrétiser ça parce qu'il y a Paul Hudson qui est tout en haut, mais on est 100 000 employés. Et du coup, alors je vais faire le lien avec la question de Jean, j'avais dit je le ferai. La question de Jean, c'est celle-là. Quand on arrange la stratégie groupe et les priorités données, si une équipe est dans la holacratie où le mode de fonctionnement n'est pas pyramidal, ça te paraît suffisamment clair, Eric? Moi, je ne suis pas tout à fait. Donc, si on arrange la stratégie groupe et les priorités données, si Ouais. l'équipe est en holacratie où le mode de fonctionnement n'est pas pyramidal. Donc, en fait, je comprends à travers la question de Jean, et si ce n'est pas ça, Jean, n'hésite pas, si on se connaît, je te tutoie, si on ne se connaît pas, n'hésitez pas à la compléter. Est-ce que c'est possible d'inscrire une entité en holacratie et l'inclure quand même et qu'elle rentre dans la stratégie qui peut être définie en amont au sens de la pyramide? C'est possible, c'est même nécessaire. C'est obligatoire. C'est-à-dire que les entités qui fonctionnent chez nous en holacratie ont leurs objectifs qui découlent des objectifs du groupe. Voilà, donc, Ils ont leur contribution, ou alors j'ai pas bien compris. il va compléter éventuellement, mais est-ce que du coup on pourra préciser qu'effectivement, quand vous êtes en holacratie, quel que soit le niveau de haut long dans lequel vous êtes, vous êtes contraint par les priorités des étages supérieurs. Que ce soit dans une pyramide hiérarchique ou que ce soit dans une holarchie, même si tout le groupe était en holacratie, pour autant, les super cercles définissent des stratégies dans lesquelles s'inscrivent le cercle du tout. Tout à fait, ouais. Clairement, ouais.
Bon, voilà, Jean, j'espère qu'on a répondu à ta question. Sinon, complète. Du coup, on a plein de questions. C'est cool. Alors, question de Pascal à nouveau. Comment on rentre dans notre… du coup, Pascal, comment obtenir les validations nécessaires pour aller en holacratie? Ou alors, comment convaincre son supérieur? Alors, j'ai envie sous la forme d'une semi-boutade, je te dis, ne demande pas l'autorisation. C'est… Je ne vais pas m'arrêter là dans ma réponse, mais quand on a démarré, moi, une des choses que je craignais, pour l'avoir vécu à moult et moult reprises, c'est-à-dire que si on apporte quelque chose qu'on a déjà fait plein de fois, il n'y a pas de problème, ça peut être validé. Si on apporte quelque chose qui est radicalement différent et qui en plus peut gratter et qui en plus a un potentiel d'échec, bah là, il faut arriver, hein. Je ne sais pas si c'est comme ça dans ton entreprise, Pascal, mais en tout cas, moi, j'ai pu vivre ça à plein de reprises. Il faut venir avec ceinture, bretelles, présentation, ROI, KPI, etc., etc., etc. Et c'est tout simplement impossible, en fait, avec une innovation comme celle-ci. Enfin, ou alors, on fait des choses complètement tirées par les cheveux. Donc, quand on a démarré, j'ai pas demandé l'autorisation, en réalité. C'est vraiment intéressant, Eric, ce que tu J'ai dis. fait des C'est premières que expérimentations. Ouais. quand je t'écoute, tu vois, c'est plusieurs fois que tu en parles là. Quand je t'écoute, je mesure à quel point la puissance de cette ce nouveau nudge en fait qu'on utilise beaucoup en holacratie, qui est de dire tout est autorisé sauf ce qui est explicitement interdit, libère l'énergie. Parce que toi, tu dis ça, mais je connais dans les grands groupes, je ne sais pas quelle est l'expérience de Pascal, mais dans les grands groupes, pour y avoir vécu aussi, en fait, par défaut, on ne se sent pas autorisé. Donc, par défaut, on va chercher une permission. On va chercher une permission comme on peut d'ailleurs, auprès d'un boss, auprès du boss, auprès d'un groupe, etc., etc. Et là, en fait, tu préconises, mais finalement, c'est pas interdit. C'est pas écrit que c'est interdit. Donc, on peut renverser la vapeur plutôt que de dire, bah, il faut qu'on aille demander la permission. Là, il faudrait juste vérifier si c'est interdit, mais c'est écrit nulle part. Donc, par défaut, j'y vais. Et c'est vraiment une bascule intellectuelle extrêmement intéressante et qui peut être renforcée parce que toi, tu le fais naturellement. Mais j'imagine que pour la plupart des personnes, elles ont besoin d'une permission explicite. On rentre dans le phénomène, c'est les 3 P, j'aime bien les 3 P, la protection protection plus permission qui permet l'empuissancement ou la puissance pour les personnes. Et du coup, si on avait à construire ensemble une constitution, exercice que je fais par ailleurs avec un autre client, ben, on démarrait un des points importants, un des ingrédients importants, en plus de fait de dire que les attendus sont explicites, ça serait effectivement d'ajouter ce qui était interdit forcément explicite. Donc, par défaut, tout est autorisé sauf ce qui est explicitement interdit. C'est d'une puissance. Et quand je t'écoute, je vais encore plus loin dans la profondeur de quelque chose que pourtant j'épouse depuis un bout de temps. Merci beaucoup là, pour ce commentaire. Et c'est un super conseil à donner à tous ceux qui veulent faire quelque chose dans un grand groupe, peut-être dans une entreprise plus petite d'ailleurs, c'est à peu près le même questionnement. Ouais. Parce que juste pour terminer sur cette boucle-là, le fait, si je viens uniquement avec des slides, il y a peu de chances que ça, c'est possible, hein, mais il y a peu de chances que ça, il y a moins de chances que ça convainc. Si je viens avec des expérimentations qui ont déjà eu lieu, là, c'est plus pareil. Donc c'est un peu une histoire de la poule et l'œuf, mais aujourd'hui, si on me dit ouais, ça peut pas marcher, je dis ça marche quand même pour 350 personnes. Ce qui est pas pareil que de venir avec juste une projection. Je sais pas si c'est clair de ce que je dis. Hyper clair. Ouais. C'est hyper clair. Et plus tu vas avancer, plus ça va être facile parce que tu auras des points d'appui. Je souhaite. Non, on peut imaginer que tes premiers clients sont des pionniers, des early adopters, comme on dit Ouais, toujours. ouais. Et puis, au fur et à mesure que ça croît, on peut rêver 2 minutes avec peut-être l'arrivée d'un tipping point, parce que je ne crois pas que ces progressions soient linéaires. Je crois qu'elles sont plutôt non linéaires, avec un tipping point, qui est pour plein de raisons derrière. Il y a un super article sur le sujet là, que Philippe Zilberzan vient de publier sur la question des falsifications de préférence, qui a tout un chapitre sur… Si Louis, tu m'entends, si tu peux la shooter le lien dans le module, et qui est tout un volet sur l'organisation, et je trouve que c'est exactement ça, très révélateur de la façon dont ça fonctionne, qui s'appuie sur des travaux de recherche. Du coup, super. Donc Play to Win, ça aide et c'est tant mieux. Maintenant, on va rentrer un peu dans le contenu. Là. Comment est-ce que tu t'y prends finalement? Donc, en fait, tu fais partie de ceux qui font bouger les lignes au sein du groupe vers le self-management. Donc, comment tu fais? Donc, finalement, même s'il n'y a pas une membrane juridique, pour autant,
toi et tes collègues, vous agissez comme un institut de recherche et d'expérimentation au sein du groupe. Et vous avez donc, tu l'as dit, 30 CR, 350 utilisateurs. Comment tu fais pour recruter des clients? C'est-à-dire comment tu fais pour signer avec des clients? Et puis là, on va rentrer dans la démarche de l'outillage et des approches et comment tu les accompagnes. Mais comment déjà tu fais pour attirer des clients à toi? Alors, c'est une bonne question à laquelle je suis un peu embarrassé par la réponse. C'est-à-dire on a, euh, on n'a pas fait de communication. euh, on a fait une communication, mais on n'a pas fait de communication du tout en réalité. Il y a 4 ans, on a été invité par cette même personne qui était à la direction générale et qui avait entendu parler de ce qu'on faisait. On a été invité à un de ces grands événements où il y a le top, je sais plus, c'est 100, je crois, un top 100 de Sanofi qui se réunissait et donc pendant 3 ou 4 jours. Donc on avait entre guillemets un stand là, mais c'est la seule véritable communication qu'on a pu faire. Le reste, c'est que du bouche à oreille. Enfin, jusqu'ici, chaque fois qu'un manager vient me voir, on me dit j'ai rencontré un tel qui m'a parlé de ce que vous faisiez et ce que vous faites et je serais intéressé pour en savoir plus. Cool. Donc, du coup, tu as un lead, tu as quelqu'un qui t'appelle d'une manière ou d'une autre. Et tu fais quoi après? Si on peut suivre le process Bien sûr. jusqu'à tes 12 semaines? Ça démarre toujours par des échanges avec ce manager, parfois avec le manager, parfois avec le manager et son attaché, ou le manager, son attaché et la RH, enfin voilà, ceux qui sont inclus là-dedans. Ça commence d'ailleurs souvent aussi par d'autres approches, c'est-à-dire qu'on promeut l'holacratie, mais on fonctionne également avec d'autres modules, avec d'autres frameworks. Donc, par exemple, on peut avoir une équipe qui vient nous voir pour dire on a besoin de construire notre feuille de route stratégique, ou on a besoin de travailler sur une chaîne de valeur particulière. Et quelque part, je dis, j'emploie la même expression, c'est un peu mettre le pied dans la porte aussi. C'est un peu commencer à construire une alliance avec l'équipe, commencer à sentir cette équipe, à voir si elle souhaiterait éventuellement aller plus loin. Mais bon, si je prends uniquement dans le contexte de l'holacratie, donc ça commence par 3, 4 sessions préparatoires où on va échanger, essayer de comprendre les difficultés, les challenges, les opportunités qu'a le manager de cette équipe ou de ce département. Et comme tu le dis souvent, ça consiste à pas essayer de survendre euh, l'holacratie. C'est vraiment de tenter d'en donner vraiment une description la plus réaliste et en disant que c'est aussi beaucoup de challenges, c'est aussi des obstacles et c'est beaucoup de bénéfices potentiels. Et c'est aussi en réalité un prétexte pour une transformation personnelle. On insiste beaucoup sur ce sujet-là, parce qu'il y a la mécanique de l'holacratie et ce que ça crée chez le manager et chez les managers. Comment ça peut remettre en question, on en discutait encore récemment, le lien de subordination ou le rapport parent-enfant, parfois, enfin, tous ces différents éléments-là. Donc ça commence toujours comme ça, et puis au bout de ces 3 ou 4 échanges, on décide, nous de notre côté, on est souvent deux sur ça, souvent moi et un autre camarade, on fonctionne beaucoup en binôme comme ça. On décide si on va plus loin ou pas. Et si ça va plus loin, alors on s'engage effectivement dans une toute première étape où on met quelques apports, mais vraiment très très légers. On fait plus vraiment et on s'est inspiré. On faisait ça avant, on passait effectivement 2 jours de formation, quand c'était possible, en face à face ou plusieurs grosses sessions de formation. Là, on a expérimenté plutôt, comme je disais tout à l'heure, une approche formation-action avec des apports continus au fil du parcours de 12 semaines. Avant que tu poursuives, Eric, je me t'interromps. Quels seraient les critères? Tu as dit que vous avez aux critères pour voir si vous faisiez ou pas. Quels pourraient être les critères qui feraient que vous décidiez de ne pas y aller? Est-ce que ça a existé, ça, réellement? Et qu'est-ce qui s'est passé pour que vous disiez non? Ouais, j'aimerais en avoir de manière formelle et claire. Je crois que c'est beaucoup du gut feeling et c'est beaucoup c'est commencer à créer cette alliance, cette confiance avec le manager auquel on discute et puis surtout essayer de sentir quelles sont les raisons véritables pour lesquelles il a envie de s'engager là-dedans. Je crois que c'est ça le principal truc. Euh, alors est-ce que c'est pour de l'affichage, pour check, j'ai fait ça, ou est-ce qu'il y a des raisons profondes, voire est-ce qu'il y a
Presque une souffrance profonde par rapport à ce mode de fonctionnement-là. Je pense en particulier à un manager, un manager senior, enfin, avec beaucoup d'expérience, qui travaillait aux affaires réglementaires du groupe, et on sentait qu'il était arrivé à une sorte de ras-le-bol, quoi, de ce qui se passait, de ce qu'il avait vécu pendant plusieurs décennies au sein du groupe. Donc il avait vraiment envie d'autre chose, il n'avait plus rien à prouver. Et je m'emploie dans cette phrase qui est aussi une demi-boutade, qui est de dire, j'essaie de sentir si le niveau de souffrance est supérieur au niveau d'ego. Si le niveau de souffrance est plus élevé que le niveau d'ego, ça peut prendre. Ok, super, c'est vraiment intéressant et ça rejoint pas mal de nos découvertes aussi. Effectivement, un des points essentiels pour qu'il y ait une chance que ça marche, c'est qu'il y ait une raison d'être. Je ne parle pas de la raison d'être de l'entreprise ou du service, mais une raison d'être du changement qui soit réelle et pas mentale, qu'elle soit vraiment tripale dans les tripes. Parce que du coup, il y a de l'énergie. S'il y a de l'énergie, on est sûr que il y aura le moteur suffisant pour aborder un tel changement. Du coup, super, merci beaucoup. Donc, je te laisse peut-être poursuivre. Donc, moi, tu considères que il y a le gut feeling, c'est bon, vous y allez. Donc, c'est quoi la démarche ensuite? Comment est-ce que vous accompagnez? Bon, j'en ai déjà un peu parlé. L'idée, c'est qu'à partir du moment où où on sent qu'on peut y aller ou qu'on peut essayer, en sachant que finalement, il y a très peu de risques, ou il y a pas de risque, parce qu'on est très clair sur le fait que l'équipe et le manager peuvent décider de s'arrêter à tout moment. Et donc, comme au départ du parcours, on touche pas aux processus clés que peuvent être les processus de compensation, de rémunération, etc., etc. Enfin, tous les grands processus structurels de l'entreprise, on touche pas du tout à ça. Donc, il y a pas de, il y a pas de danger ou de véritable risque, à part le risque d'échec, mais ça, c'est pas très grave. Donc, à partir du moment où on a décidé ensemble qu'un commun accord, on va mettre un CRAD, un premier cadre à cette expérimentation. Ce n'est pas encore la constitution, mais on met un premier cadre avec quelques règles du jeu et un travail préparatoire avec le manager, par exemple sur des sujets comme la différence entre le premier lien et quelle est la posture qu'il peut avoir, ou l'ombre du leader, etc., etc. Enfin, l'importance de son role modeling, comme on dit. Et donc, on démarre le parcours en manière très concrète, très pratico-pratique. On va bloquer un slot de 2 heures hebdomadaires, toujours le même jour, pendant 12 semaines, avec l'ensemble de l'équipe. Et on va fonctionner, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire avec les premiers apports. Par exemple, avec cette équipe qu'on accompagne en ce moment, on a commencé à travailler sur les rôles. On avait le bon timing parce que c'est une équipe qui est en train de se transformer en plus, et qui doit donner sa nouvelle organisation à la fin mars. Donc, quelque part, ils se sont servis, ils ont commencé par travailler sur des job desks d'une manière très traditionnelle, parce qu'on fait dans toutes les entreprises. Et nous, on est en train de s'emparer de ces job desks et pour tenter de construire quelque chose d'autre, dans cette démarche d'intrapreneuriat qu'ils souhaitent. Je repense souvent à l'image que tu donnes de la boulangère et de sa vitrine. Donc, chacun d'entre vous est une petite boulangère, vous avez une vitrine. Qu'est-ce qu'il y a dans votre vitrine? Donc ça, c'est la première étape, c'est la première semaine quelque part, hein, sur ces 12 semaines. Et puis très vite, on va aller dans un espace de gouvernance, on va commencer à encoder une structure initiale, on va commencer à faire des apports avec une réunion de triage, donc on va réfléchir sur les attendus dans les projets, sur comment on peut mesurer ça, quels sont les indicateurs de l'équipe, faire le tri sur les indicateurs, rajouter des indicateurs spécifiques sur le self-management. On a vraiment une démarche de réflexion sur comment est-ce qu'on mesure ça. Comment est-ce qu'on peut mesurer le fait qu'il y ait de plus en plus d'autonomie? Et on en avait discuté un peu ensemble, donc on essayait vraiment de construire des cartes d'expérience avec plusieurs indicateurs, et certains indicateurs pris individuellement n'ont peut-être pas toute leur force, mais quand on accumule un ensemble d'indicateurs, on commence à avoir une photo de ce qui se passe, dans l'équipe. On s'appuie sur des gens comme Patrick Lencioni, par exemple, qui a beaucoup travaillé sur les dysfonctionnements au sein des équipes pour mesurer ça. Et puis, je pourrais détailler encore davantage ce qui se passe dans les 12 semaines, mais au bout de la 11e ou la 12e semaine, là, on commence à aborder la constitution. À la 10e semaine, on commence à aborder les apps en holacratie, comment on peut rajouter
des éléments complémentaires, en particulier des espaces de régulation. Il n'y a pas ça, il n'y a pas encore ça dans la Constitution démocratique, ou des espaces de stratégie. Et donc petit à petit, et à la fois on a un fil conducteur qui commence à être riche sur la base de toutes ces expérimentations qu'on a pu faire avant, et à la fois on s'adapte constamment à ce qui se passe dans l'équipe. Donc on customise en permanence. Là, on a eu un moment où sur un rôle particulier, il y a une réelle transformation qui se passe. Donc on a des gens qui sont en difficulté, 4 ou 5 personnes qui sont en difficulté par rapport à ce rôle. Donc on va aborder ça d'une manière différente, plus directement, de manière frontale, à travers un espace de gouvernance. Voilà, on s'adapte vraiment à ce qui se passe au sein de l'équipe. Et au bout des 12 semaines, Eric, ils sont autonomes, vous les lâchez, il y a un suivi, il y a quelque chose? Quel est leur niveau de maturité au bout des 12 semaines? Alors c'est très variable, bien entendu, selon les équipes. Mais ce qui se passe, c'est qu'avant la fin des 12 semaines, alors sur les premières sessions, c'est nous qui facilitons les différents espaces, mais très vite, on essaie d'élire ou d'utiliser le processus d'élection pour qu'il y ait un facilitateur, un secrétaire, un second lien qui soit au sein de chacun de ces sacs. Et on continue à les accompagner, à les aider, à leur faire du feedback. Et à la fin des 12 semaines, on pose la question clé. Est-ce que vous souhaitez aller plus loin pour les 12 semaines suivantes? Ou est-ce que vous souhaitez arrêter là? Ou est-ce que vous souhaitez en prendre une partie? Et donc, sur les 12 semaines suivantes, c'est là que ça devient encore plus intéressant pour nous. C'est que nous, on se met à apprendre aussi beaucoup de l'équipe. Parce qu'on va plus être dans une posture d'observateur et ponctuellement apporter des éléments. Mais on va surtout beaucoup apprendre d'eux. Donc, deux questions rapides qui me dérangent. La première, c'est dans ce processus-là, est-ce qu'à un moment ou à un autre, donc tu as beaucoup parlé de discussion avec le manager, éventuellement le RH, etc. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, vous consultez ou qu'est-ce que vous faites pour que les équipes aient envie d'y aller, ou est-ce que vous faites rien et puis que ça part comme ça, avec la formation action suivie, la formation action suffit pour embarquer tout le monde? J'ai une question de Jean, là je fais le lien avec la question de Jean qui dit, mais quels moyens vous utilisez ou tu utilises pour décider ou non d'y aller avec l'équipe de questions? Donc c'est du côté de tes clients. Est-ce que vous les faites voter? Est-ce qu'ils sont impliqués dans la prise de décision d'abord? Ouais, ils sont directement impliqués. On a eu plusieurs approches. J'ai pas de réponse définitive par rapport à ça. Ce qui s'est passé, c'est on a parfois utilisé le processus de gouvernance pour le faire, ou on a parfois simplement donné, enfin on a préparé ça un peu en amont avec le manager de l'équipe, donner cette autorité-là au manager en réalité. Soit on passe par un processus comme un processus de gouvernance, ou soit c'est au manager de prendre pleinement son autorité par rapport à ça et de décider par rapport à ça. Tu disais souvent, pour qu'il y ait self-management, il faut qu'il y ait un monarque qui décide de poser sa couronne. C'est exactement ça. Donc et bien entendu, le manager, enfin voilà, si le manager expérimenté, il ne va pas prendre une décision dogmatique, définitive et unilatérale. Il va bien entendu trouver un moyen. Il y a plusieurs structures et plusieurs processus pour aider à ça, pour qu'il puisse sentir à quel point l'équipe a envie d'y aller. Mais on constate, et ça n'a rien de scientifiquement correct, mais on constate qu'il y a toujours à peu près le même pourcentage. On a les mêmes abacs. Hein. Il y a 20% des gens qui résistent à tout craint, et puis il y a 20 ou 30% des gens qui sont porteurs, qui tirent, qui sont très enthousiastes, et puis il y a le reste qui attend et voit. Okay. Donc, mais on fait en sorte que ce ne soit pas forcément un vote. Je ne suis pas sûr que le modèle démocratique soit le mieux là, parce que même si on a une majorité qui dit oui, qu'est-ce qu'on fait de ceux qui disent non? Si on a une majorité qui dit non, qu'est-ce qu'on fait de ceux qui disent oui? Donc, c'est plus qu'est-ce qui te ferait dire oui? Qu'est-ce qui ferait que tu dirais oui à ça? Ouais. Plus dans une approche comme ça. Merci Eric. Je vais précipiter un peu la question pour être sûr de pouvoir la traiter, parce que le temps avance à une vitesse. Eric, qu'est-ce que tu peux dire? Donc, après les 12 semaines, donc ça fait 3 mois quasiment, est-ce qu'il y a des premiers bénéfices? Avec le recul, c'est quoi les bénéfices concrets, s'il y en a, que vous avez pu observer ou que l'équipe que tu as accompagnée peut observer et dont ils peuvent témoigner en fait pour les avoir rencontrés? Oui, moi je suis toujours surpris par ça. En 3 mois, on peut déjà rapidement voir si, parfois, si c'est un échec, parce qu'on en a eu beaucoup aussi. Et on peut tout de suite voir les bénéfices. Alors, ils sont pas aussi quantifiables qu'on pourrait le souhaiter, mais on a vraiment beaucoup de retours qualitatifs sur comment ça se passe la prise de décision, sur comment se passe l'engagement et la motivation, la prise d'initiative
des personnes au sein de l'équipe et vraiment une compréhension beaucoup plus fine que l'autonomie, c'est pas binaire, c'est pas 0 ou 1, c'est pas soit je suis soumis au lien de subordination ou soit je prends toutes les décisions de mon côté, je fais ce que je veux. Enfin, il y a tous ces éléments-là et toute cette compréhension fine-là qui se met en place. Et moi, on en avait discuté aussi avec toi, Bernard-Marie, je suis toujours surpris par les bascules, par des personnes qui, au début du parcours, sont dans la résistance, par exemple. Je pense à une dame qui était enfin, très, très résistante à cette approche, qui ne la comprenait pas, qui ne voulait pas, et qui en est devenue une ambassadrice au bout de, je ne sais plus exactement, c'était 8 ou 10 semaines. Et le contraire également. Il y a aussi l'inverse. Donc, et justement, pour ces bénéfices, on a vraiment essayé on essaye vraiment, on expérimente là-dessus, de formaliser ça, au travers, je mentionnais tout à l'heure, une carte d'expérience, une visualisation, une experience map des 12 semaines, et autant de capturer les verbatims, donc très qualitatifs, ceux qui sont positifs et ceux qui sont négatifs. On se sert beaucoup des check-in et des check-out pour capturer ça. Il y a beaucoup qui se disent dans les check-in et check-out. On a aussi quelques métriques et quelques checklists qui sont spécifiques au self-management qu'on capture et qu'on met dans cette carte d'expérience. On a un questionnaire avant-après qui est basé, comme je le disais, sur les travaux de Patrick Lencioni. Donc tout ça combiné nous donne une bonne photo, je crois, de ce qui s'est passé et de ce qui reste à faire surtout. On rajoute également tous les processus clés d'une entreprise et on essaie de visualiser sur lesquels de ces processus il commence à y avoir des choses qui bougent. Par exemple, sur le processus d'évaluation. Est-ce qu'il y a des choses qui commencent à se créer autour de ça? Puis on est en train d'essayer d'intégrer ce que tu nous as présenté pendant la formation en excellence managériale que tu nous as fait en interne chez Sanofi. Et c'est cette idée de badge en self-management. Je trouve ça une piste super intéressante pour essayer de rendre ça encore plus visible. Merci beaucoup, Eric. Le temps passe à une vitesse, il est 58, rends-toi compte. Du coup, on arrive bientôt aux fins du temps. Je n'ai pas réussi à écouler toutes les questions que les spectateurs nous ont envoyées. Je les remercie, hein. Pascal, le spectateur anonyme, Jean, et merci pour toutes vos questions qui étaient tout à fait intéressantes. Du coup, sachez juste qu'on va organiser, je ne vais pas faire de marketing, mais on organise plein d'événements de ce type-là. Vous allez recevoir ce qu'il faut dans le follow-up. Vous imaginez, il y aura un replay aussi de cette vidéo. Du coup, avant de terminer, je te propose, Eric, qu'on fasse un check-out, c'est-à-dire un petit tour de clôture, comme tu le pratiques, comme je pratique dans toutes nos réunions. Et donc, en quelques mots, sur ton expérience de ce webinaire, qu'est-ce que tu as envie de dire en sortir de ce webinaire, tes apprentissages, tes réflexions, comme dans une réunion classique. Eric, ta clôture. Moi, je suis absolument ravi de ce moment qu'on a passé ensemble. C'est passé effectivement très, très vite. Je n'ai pas vu l'heure passer. Comme chacun de nos échanges, j'ai trouvé ça passionnant. Je trouvais les questions très justes et très pertinentes. J'espère que je vous ai apporté quelque chose d'utile. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à me contacter via LinkedIn ou via d'autres médias. Je suis très, très preneur de ça. Et merci encore, Bernard-Marie et Louis, de m'avoir proposé ça. J'espère vraiment avoir apporté quelque chose. Sans aucun doute, c'est ma clôture, Eric. J'en étais sûr avant, depuis que je te connais. Je sais tout le travail incroyable que tu fais. Moi, j'appelle ça un travail de fourmi. J'invite tous les coachs ou tous les facilitateurs internes dans les grands groupes, et il y en a beaucoup, qu'ils puissent se laisser inspirer par ce que tu fais. Et toi, tu fonces et tu vas chercher ton énergie, de ce que j'ai compris, des retours et des feedbacks que tu as de tes clients en interne. Et je trouve ça génial. On fait le même métier, tu le fais dans un groupe, un marché qui est plus réduit que le mien, peut-être ou pas, j'en sais rien, parce que Sanofi, c'est tellement grand. J'ai adoré, j'ai pas vu le temps passer, et le point, moi, qui m'a vraiment marqué, encore plus que d'habitude, c'est cette histoire de demander ou pas demander l'autorisation. Je trouve ça génial. Et je pense que sans aller aussi loin en termes de changement, on pourrait déjà tout simplement proposer à tous les CEO des grosses entreprises, des entreprises moins grandes, d'inviter chacun à poser sa conscience. Est-ce que vraiment je suis obligé de poser la question de l'autorisation ? Merci encore une fois, Eric, et puis au plaisir de te revoir. Pile poil 15h, j'ai plus le timing, je suis top content. Merci à vous tous. Au revoir. Salut Eric. Au revoir à tout le monde.